Bombardier américain. L'avion provenait de la base militaire de Goose Bay au Labrador, était en son voyage de retour vers Tucson, Arizona, après une période d'essais militaires, d'expérimentation militaire par l'armée américaine au-dessus du Labrador. Et au-dessus du fleuve Saint-Laurent, il n'y avait pas d'essai? Il n'y avait aucun essai, non. C'est un incident. Un incident qui a été provoqué par des bris mécaniques. En tout cas, c'est un incident qui a laissé personne indifférent à l'époque, puisque le bruit de la détonation résonne encore dans l'imaginaire des gens de la région. Le temps était couvert, mais il restait une barre claire en haut des montagnes au nord. À ce moment-là, je travaillais en arrière ici pour préparer le jardin pour l'année prochaine. D'un coup, il y a eu une grosse explosion, un boum, la terre a vibré. Et puis à ce moment-là, je me suis retourné vers d'où venait le bruit. Et puis il y avait deux colonnes blanches qui montaient du fleuve jusqu'au nuage noir qui est en haut. Il y avait Mademoiselle Frenette ici, qui était la ménagère du curé. Puis elle racontait à la radio, elle dit des rubans blancs qui montaient de la mer jusqu'au nuage. Puis elle dit, c'était comme les rubans de la bannière des enfants de Marie. Elle dit, ça descendait ça avait été rapporté comme ça. Mais c'est par la bande que cet élément d'information-là est venu finalement éveiller ma curiosité et que j'ai demandé au ministre de la Défense de nous faire connaître un peu les faits. Et là, la réponse donnait des documents très pertinents où on nous disait qu'en premier, souvenons-nous que c'est de la période de la guerre froide, les gens disaient, en premier, on dit non, ça n'a pas existé. Puis après ça, dans l'article, on peut lire très bien qu'un sous-secrétaire d'État à la Défense disait, bien, effectivement, il y a eu un problème. C'est le résultat d'une entente avec les Américains. L'histoire, c'était, disons, caché, et puis on donnait le moins de détails possible. Hein? Ça fait que nous a dit, nous autres, que c'était un avion qui voulait délester, puis que c'était rendu heureusement, ça finit là. J'ai un garçon qui est très curieux, il est comme son père. Il voulait en savoir plus, puis lui, il joue beaucoup à l'ordinateur, puis il a su beaucoup d'autres choses. J'ai réussi à trouver, dernièrement en tout cas, des articles qui traitent d'autres incidents. Il faut savoir qu'en 1950, on était vraiment dans les moments les plus chauds de la guerre froide, si on peut dire ça, et qu'à l'époque, il y a eu 4 incidents. En 1950, dans la même année, 4 incidents qu'on appelait à l'époque des Broken Arrow. C'est un nom de code militaire qui désigne les incidents impliquant l'arme nucléaire, mais qui n'ont pas d'incidence sur la guerre. Puis, pas bien longtemps après, on a entendu dire que c'était des avions en détresse qui étaient trop chargés, qui avaient délesté pour rejoindre leur base. Mais il y en a qui ont poésé que c'était des bombes de 500 livres, des grosses bombes, puis qui étaient trop pesants, qui ont décidé de les laisser là pour pouvoir se rendre. Fait que nous autres, on pensait, il y a même Stone au Maine, que les avions passaient réguliers pour aller là. Ils s'en allaient au Maine. Et puis, il n'y a pas été question de ça plus longtemps. Ça a fini là. Ce que je sais, c'est que l'avion avait reçu commande de ramener la bombe vers les États-Unis parce que le délai se terminait où la bombe pouvait être ici au Canada. Et c'est toujours bon de rappeler que la bombe n'était pas armée pour faire une explosion nucléaire, mais il était prévu que s'il y avait un incident mécanique ou que l'avion n'était pas sécuritaire, dans le protocole prévu, c'était on lâche la bombe à un endroit moins dangereux possible. Et il y avait un processus pour déclencher l'explosion, mais pas une explosion nucléaire, une explosion d'une bombe de cette importance-là, sans que le lien avec le génie nucléaire. Le génie nucléaire n'était pas dans l'avion pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger d'accident nucléaire. Puisque c'était du mensonge à l'époque absolu, personne ne voulait rien savoir de toute façon. Louis Saint-Laurent, qui avait autorisé un déploiement à Goose Bay, dans le Labrador, de bombes nucléaires, lui-même n'en avait pas parlé à son entourage. Dans le cabinet du gouvernement de l'époque, très peu de personnes le savaient. C'est quelque chose qu'on aimait mieux ne pas publier, évidemment, pour les raisons que l'on sait. Personne ne voulait avoir de l'armement nucléaire dans sa cour. Hein?
Et c'était le secret militaire encore à l'époque. C'est évident qu'il y avait là comme une censure au niveau du message de ce qu'on peut transmettre. Puis ça, en temps de guerre, ça existe tout autant aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais je pense que c'est un peu tout ce contexte-là qui explique qu'on n'a pas eu à donner d'autres explications que celle-là. Et surtout qu'en premier, on niait l'événement. Louis Blanchette, rappelez-nous un peu le contexte politique de l'époque. Oui, l'événement qui est survenu au-dessus du Saint-Laurent, Saint-André de Kamouraska s'explique bien dans le contexte international à l'époque. Ça peut paraître surprenant, mais le largage d'une bombe au-dessus du Saint-Laurent a des raisons profondes qui trouvent leur origine dans le fait que nous étions, tant le monde occidental que le monde communiste qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire les Russes et les Chinois, étaient en pleine période de guerre froide. Une guerre froide qui avait été amplifiée il y a à peine quelques semaines auparavant par le déclenchement de la guerre de Corée. La guerre de Corée. Alors, tout ça faisait partie d'une peur nucléaire qui était à l'échelle du monde. Mais les Américains qui ont largué la bombe au-dessus du Saint-Laurent venaient, eux, de la base militaire de Goose Bay, au Labrador, où ils terminaient un exercice important militaire. Quel genre d'entente le Canada avait avec les États-Unis pour permettre cet entreposage d'armement quand même assez dangereux? Oui, c'était du matériel nucléaire dangereux. L'entente est survenue peu de temps après, au cours de l'été 1950. C'est une entente qui avait été signée entre les Américains, le ministère de la Défense nationale, et le gouvernement du Canada. Très peu de gens ont été mis au courant de cette entente-là. Même au Canada, un très petit nombre de personnages politiques, dont le premier ministre à l'époque, qui était Louis Saint-Laurent, son ministre de la Défense et peut-être quelques autres hauts fonctionnaires seulement. Alors l'entente faisait en sorte que les Américains pouvaient transporter au-dessus du territoire du Canada du matériel nucléaire, mais aussi il y avait la permission d'entreposer du matériel nucléaire à la base militaire de Goose Bay, au Labrador. Et ça, on ne l'a pas dit aux gens de peur d'affoler l'opinion publique, finalement. Sans aucun doute. On était en pleine situation de guerre. C'était un accord militaire. Et comme ça arrive souvent, les accords militaires sont souvent secrets, ce qui était le cas dans l'entente dont on parlait. Alors, c'était assez imposant comme équipement, finalement, qui a été transporté des États-Unis vers Goose Bay, au Labrador. Ça représentait environ 75 appareils, avions bombardiers ou avions de ravitaillement, environ 4200 personnes, 4200 militaires, et les fameuses bombes nucléaires qui étaient au nombre de 11. Il n'y a pas eu plus de 11 bombes nucléaires à ce moment-là à Goose Bay. Parlons justement médiatiquement parlant, comment ça a été traité, cette nouvelle-là, parce que ça n'a pas été beaucoup traité, finalement. Non, tout à l'heure, on a mentionné que l'incident est survenu le 10 novembre 1950. C'était un vendredi en fin d'après-midi. Ouais. La nouvelle, le lendemain, quelques quotidiens, journaux quotidiens, ont annoncé la nouvelle en première page. On parle des 3 quotidiens qui étaient à Québec. Alors, Le Soleil, l'Action catholique et l'Événement Journal, eux, l'ont annoncé en première page. À Montréal, donner un exemple, la presse a annoncé la nouvelle, mais seulement qu'à la page 25. Oh. Alors, ça démontre la façon de traiter la nouvelle de façon différente. La non-importance qu'on voulait accorder. Ouais. Et dans la journée même de l'événement, le ministère de la Défense nationale a ordonné que la nouvelle soit diffusée le moins possible, ou qu'elle soit pas diffusée, ou que la vérité soit pas dite, parce que le ministère de la Défense nationale a annoncé à ce moment-là qu'il avait largué 3 petites bombes de 500 livres chacune. Ce qui était faux. Ce qui était faux. OK. Alors, en fait, pour amoindrir un peu l'impact. Oui. Le ministère de la Défense nationale américaine ou le canadienne ne pouvait pas nier la nouvelle à l'effet qu'il y avait eu une explosion massive au-dessus du Saint-Laurent. Alors, l'excuse qui a été donnée, c'est 3 petites bombes de 500 livres ont été larguées dans le Saint-Laurent et ont explosé. Puis les raisons qu'on a données, c'était quoi les raisons? On n'a pas donné de raison. On n'a pas donné de raison. Sécurité. Non, on n'a pas donné de raison. Puis la stratégie militaire des États-Unis d'être à Goose Bay en terminant, c'était quoi? La base militaire de Goose Bay, d'abord, avait été aménagée au début de la guerre mondiale.
et c'était situé de façon très stratégique. C'était la base militaire au nord de l'Amérique la plus rapprochée finalement de l'Europe et la plus au nord, pouvant éventuellement faire face à un ennemi qui viendrait de l'Arctique, par exemple, de la Russie via l'Arctique, et ou de l'Europe. D'accord. Merci beaucoup, Louis Blanchet. Ça me fait plaisir. À Chasseurs de mystères, on s'est donné comme mandat de bien comprendre toute la portée historique d'un mythe ou d'une croyance populaire, mais aussi, autant que possible, d'en valider scientifiquement la véracité. Après la pause, nous verrons que la bombe de Kamouraska était peut-être une coquille vide, mais qu'il fallait quand même la manipuler avec grand soin.